Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier virage de l'information. Le Premier ministre était samedi dans la commune de Dabou avec les fidèles du temple Bethesda. Le chef du gouvernement a prié pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Robert Begré-Mambé a aussi apporté la contribution du gouvernement pour l'achèvement des travaux de construction de l'édifice religieux. Le nouveau roi du peuple baoulé recevait ce week-end une forte délégation gouvernementale, une démarche de reconnaissance de l'autorité traditionnelle du roi des Baoulés pour renforcer les liens entre les institutions étatiques et les chefferies traditionnelles. Nana Kwaku Dje II était entouré de plusieurs membres de sa cour royale. Et puis la commission de la CEDEAO, en partenariat avec la Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest, vient d'organiser une rencontre de haut niveau à Abuja. Il s'agissait de la première réunion des directeurs généraux des médias publics des États membres de l'institution. Les assises ont duré 48 heures. Merci de regarder RTI 1. On démarre cette édition avec une note de solidarité. Une semaine après sa convention nationale, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se mobilise autour du temple Bethesda, un temple dont la première pierre a été posée il y a près de 20 ans et dont les travaux ne sont toujours pas achevés. À Dabou, les fidèles chrétiens ont aussi lancé une collecte de fonds pour la finalisation des travaux qui ont reçu le soutien du chef du gouvernement. Objectif, mobiliser la somme de 150 millions de francs CFA. Le reportage de Franck Kodio. Le district de Dabou, mobilisé pour la construction du temple de Bethesda, 4000 places, dont la première pierre fut posée en 1996. L'appel de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire est entendu par les fils et cadres de la région, au nombre desquels le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Mobiliser des fonds, mais surtout saluer la cohésion retrouvée au sein de la grande famille méthodiste de Côte d'Ivoire. C'est donc une œuvre de tout le Léboutou. Cette réalité a été mise en veilleuse il y a 3 ans. L'esprit prophétique a réveillé l'esprit des bâtisseurs. L'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, par la voix de son premier responsable, le révérend Benjamin Boni, s'aligne sur la voie prônée par les Saintes Écritures, celle de l'évangélisation conditionnée par le respect des valeurs, de tolérance des autres et de solidarité. Nous sommes des témoins, les témoins du Dieu créateur. Avançons en plein eau. Avançons. Que rien ne nous éloigne du chemin du Seigneur. Que chacun, là où il est, dans l'Église, au sein de la nation, joue sa partition. Le message a valeur d'action pour le chef du gouvernement qui, à la réalité, entretient une histoire particulière avec la ville de Dabou. Ville de son enfance, Robert Begré-Mambé a donc offert la somme de 15 millions de francs CFA. Construire un temple pour la gloire de Dieu, c'est un sacerdoce. Parce que finalement, toutes les richesses viennent de Dieu et ce que nous avons, si on peut aider, il faut aider dans la mesure de nos capacités. Et nous le faisons dans l'esprit de la Côte d'Ivoire solidaire, tel que le président nous l'a enseigné et nous l'enseigne tous les jours. Donc ça a été un grand plaisir pour nous, un moment de partage intense et nous repartons très heureux de l'avoir fait. Notons que pour l'achèvement du temple Bethesda de l'église méthodiste de Dabou, 150 millions de francs CFA sont à mobiliser. Et nous prenons la direction de la localité de Sakassou. Plusieurs membres du gouvernement y ont séjourné récemment. La délégation conduite par le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République est allée présenter ses civilités au nouveau roi. On en parle avec Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo. Une forte délégation composée de membres du gouvernement, du ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Banama, d'élus, de cadres de Sakassou et de membres de la Fédération ivoirienne de football en visite chez Sa Majesté Nana Kwaku Dje II, 14e roi des Baoulés, à la cour royale de Sakassou. Délégation conduite par le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, fils de la localité. Visite intervenant à la faveur du match des éléphants de Côte d'Ivoire à Boaké, comptant pour le premier tour éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Cité de paix ayant toujours porté chance à l'équipe ivoirienne et qui lui a permis de remporter un des matchs les plus importants qui allait conduire les éléphants sur le toit de l'Afrique.
Symbole de paix et d'unité nationale. Pour Emmanuel Kofi Aoutou, chef de délégation, ils sont venus présenter d'une part leur civilité au nouveau souverain et d'autre part, dans un esprit fédérateur et républicain, porté à la connaissance du roi de sa notabilité, que la Coupe d'Afrique des Nations est dans la région de Gbeke. La Coupe est effectivement là. Dès lors que la compétition a été remise en jeu, il y a des restrictions. La Coupe est chez le préfet. Et donc nous retenons que cette exigence de partage autour de cette victoire est également donc celle qui nous motive à rassembler autour du roi Nana Kwaku Dièye II l'ensemble des 39 chefs de canton du royaume baoulé et ici même à Sakassou, les 29 chefs de tribus et les chefs des 172 villages auxquels se sont associés l'ensemble des communautés et les cadres pour venir montrer aux populations ici cette coupe-là qui est bien ici sous le sol du royaume de Baoulé. Le porte-parole de Sa Majesté Nana Kwaku Dièye II traduit toute sa reconnaissance aux hôtes du jour. Monsieur le ministre, Sa Majesté Nana Kwaku Dièye II me charge de vous transmettre ses remerciements pour toutes les dispositions que vous avez prises pour l'organisation pratique de cette cérémonie. Aoutou Kofi Emmanuel était accompagné des ministres Amadou Kone, Amédée Kofi Kwaku, Kofi Nguessa Nasseneba Touré, du ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi. Le nouveau chef a été intronisé le 17 juin 2024. Hors de nos frontières, à Abuja, au Nigeria, des experts des médias, des représentants de la société civile et des décideurs politiques de toute la région ont discuté récemment du rôle des médias dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la gouvernance démocratique en Afrique de l'Ouest. La rencontre visait à aborder des questions cruciales telles que la désinformation, la liberté de la presse et la nécessité de renforcer les capacités des médias. Ces derniers sont justement appelés à promouvoir de manière positive les processus démocratiques et la gouvernance en Afrique de l'Ouest. On retrouve notre envoyé spécial, Mahama Traoré. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, c'est le paradoxe d'une institution vieille de 49 ans et mal connue, du moins ses réalisations auprès des populations. Puis, elle se dit victime d'une campagne de désinformation depuis l'avènement des médias sociaux et voit ainsi son image écornée. L'option alors choisie par la commission de la CEDEAO afin de corriger une telle perception, c'est d'impliquer les chaînes de radio et de télévision étatiques des pays membres. La commission de la CEDEAO et les institutions de la CEDEAO travaillent pour l'intérêt général des citoyens de la communauté. Pour cela, il faut que tout le monde se mobilise et ensemble, on essaie de réaliser les attentes de la population. Les deux parties sont unanimes. Il faut concevoir et diffuser des programmes liés aux actions de la CEDEAO sur les antennes des médias de service public. Mais comment et avec quels moyens? 2 jours d'échanges et de réflexion à Abuja au Nigeria, au siège de la CEDEAO, ont permis de définir les contours de cette collaboration. Chacun de nos pays, à un certain moment donné, a traversé une phase très critique. Et pendant ces périodes-là, nous avons vu la CEDEAO à côté des peuples pour quand même nous aider à surmonter ces crises. Raison pour laquelle je pense que c'est seulement rendre justice à la CEDEAO que de mettre en exergue les différentes réalisations de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas conçue pour que chacun travaille dans son coin. Mais c'est dans un esprit d'échange, de partage et également de communion pour être beaucoup plus fort dans la sous-région. Donc il y a des acquis et ces acquis, nous devons les préserver. Il va être question d'établir vraiment une plateforme à travers laquelle toutes les télévisions vont intervenir en faisant des reportages sur les réalisations de la CEDEAO dans les pays respectifs pour que les populations sachent que ce n'est pas la CEDEAO des chefs d'État seulement, ce n'est pas la CEDEAO des crises post-électorales, ce n'est pas la CEDEAO des coups d'État, mais c'est la CEDEAO vraiment des peuples. Sur les 8 communautés économiques régionales que compte l'Afrique, la CEDEAO est considérée comme l'une des plus dynamiques en termes d'intégration économique. Quoique confrontée à des défis persistants tels que le terrorisme, les changements anticonstitutionnels et la sécurité alimentaire, l'institution peut se targuer d'acquis notables comme la résolution des conflits armés au Libéria et en Sierra Leone, l'instauration d'un passeport unique, la réalisation d'un câble sous-marin pour l'accès à l'Internet dans cette zone et la construction en cours de l'autoroute dit corridor Abidjan-Lagos afin d'améliorer la libre circulation des personnes et des biens.
L'avènement de la monnaie unique, dite l'éco, reste le plus grand challenge à relever par la CEDEAO pour son prochain cinquantenaire qui s'ouvre en 2025. Nous mettons le cap sur notre capitale africaine. À Addis Abeba, la Côte d'Ivoire a participé à la première édition du Forum urbain africain. Une participation active de la délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné. L'organisme onusien pour l'habitat et le gouvernement ivoirien ont décidé de se mettre ensemble afin de travailler au développement urbain durable dans notre pays. Les précisions de Jean-Luc Bangbo. La signature de ce protocole d'entente entre ONU Habitat et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme marque un tournant décisif dans la mobilisation des ressources au profit du développement urbain durable en Côte d'Ivoire. Les deux parties s'engagent à collaborer pour concevoir, mobiliser des financements et mettre en œuvre des projets et programmes d'urbanisation. Ce protocole d'entente est signé à l'occasion de la première édition du Forum urbain africain à Addis Abeba. Le ministre Bruno Koné, le chef de la délégation ivoirienne, a préparé à plusieurs sessions ministérielles des rencontres B2B et des panels de haut niveau. Nos pays se développent et nous avons 53-54% de la population qui est urbaine. Et cela nécessite une prise en charge, cela nécessite un accompagnement spécifique. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'échanger avec nos collègues, nos homologues d'autres pays, entendre les expériences qui sont vécues ailleurs pour être plus efficaces dans cette gestion du développement urbain. Au cours de ces rencontres, le chef de la délégation ivoirienne a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de résilience urbaine, des acquis reconnus et salués par l'ensemble des organismes et pays présents à ce forum. Au-delà de ce qui est fait en Côte d'Ivoire, nous essayons de nous projeter au niveau africain à travers l'Alliance africaine des ministres en charge du développement urbain, qui a été d'ailleurs lancée à Abidjan. Et cette alliance a pour but surtout de nous rendre plus forts dans les missions qui nous sont confiées par nos États respectifs, d'avoir un dialogue qui soit mieux structuré et plus efficace avec les bailleurs, donc avec la communauté des bailleurs et avec toutes les entités à travers le monde. À la fin de 3 jours d'intenses travaux, auxquels ont participé quelques 1500 délégués, le ministre Bruno Koné et sa délégation se sont rendus dans le quartier de Bole-Bulbula où le gouvernement éthiopien développe un projet de 60 000 logements sociaux. On parle maintenant du Dimanche Magazine avec la commissaire générale de la 3e édition du Salon des collectivités territoriales, qui était ce dimanche l'invité de la rédaction de RTI 1, avec Hamza Diaby Penda Dramera, a dressé le bilan de ce rendez-vous qui s'est achevé hier samedi. On écoute un extrait de son intervention. C'est la seule plateforme pour l'instant qui réunit l'État central, les collectivités territoriales, les entreprises du secteur privé et public autour de sujets liés à la décentralisation, au développement local et à l'aménagement du territoire. Il y avait des partenaires, effectivement, sur le salon, tels que le PNUD. On avait des entreprises du secteur privé, telles que l'Ordre des géomètres. On avait aussi l'ANAGED, qui est l'entreprise nationale de gestion des déchets, qui les a vraiment accompagnés à vraiment, sur les 16 compétences qui leur ont été transmises, à avoir de l'avance sur la gestion de ce qui leur revient comme gestion de leur territoire. On a eu par jour 1500 visiteurs, alors qu'on n'avait même pas 500 visiteurs sur la première édition. Donc pour moi, c'est une réussite. Il y a 16 compétences qui ont été transférées par l'État de Côte d'Ivoire aux collectivités territoriales, dont l'aménagement du territoire, l'éducation, la gestion de l'hydraulique. Ça fait beaucoup de compétences que je ne pourrais pas malheureusement citer et qui se retrouvent en porte-à-faux avec la gestion de certains ministères. Donc le Salon des collectivités territoriales, comme je l'ai dit tantôt, met sur la même plateforme de discussion et d'échange les collectivités et l'État central, afin que ces ministères et les collectivités, petit à petit, la décentralisation est un long processus, petit à petit puissent, avec le plan national de développement, se coordonner pour qu'il y ait une réelle cohésion sur le développement des collectivités territoriales, mais aussi que les compétences puissent être transférées au fur et à mesure avec les ressources humaines, mais aussi les ressources financières qui vont avec.
On parle maintenant d'éducation à Dimbokro. Il s'est tenu la 3e édition du prix national d'excellence. Plusieurs élèves sortis majors de leur promotion ont reçu des récompenses. Le 1er septembre dernier, il s'agit pour les organisateurs de créer une saine émulation en milieu scolaire. Le commentaire de Léon Brou. Un ordinateur portable, un diplôme, un trophée et une enveloppe de composition du prix d'excellence Raymond Goudou Kofi remis à ces 3 bacheliers, les majors du district autonome des Lacs. Les meilleurs BEPC et CEPE reçoivent quant à elles une tablette, un diplôme et une enveloppe à chacun de ces 5 majors aux examens à grand tirage dans le district autonome des Lacs. Le parrain du prix d'excellence Raymond Goudou Kofi, du nom de la ministre gouverneur, offre un appui scolaire de 100 000 francs CFA, de quoi aborder sereinement la rentrée scolaire. L'ordinateur, directement, il va faciliter mon travail à l'université. Et puis, l'argent va beaucoup aider mes parents à pouvoir payer mes fournitures. Il est à sa 3e édition et totalise 23 lauréats. Le prix d'excellence de la ministre gouverneur du district autonome des Lacs milite pour la saine émulation en milieu scolaire. Son initiateur le situe dans le prolongement de l'excellence prônée par le chef de l'État. Le président de la République a instauré le prix national de l'excellence qui prime les différents talents dans les différents secteurs d'activité. Et lorsque nous avons été nommés, nous avons pensé que ce serait également bien que nous puissions primer nos meilleurs élèves des examens à grand tirage au niveau du district autonome des Lacs. Et au fur et à mesure des résultats, nos enfants travaillent de mieux en mieux et nous pensons que ces prix boostent aussi bien les enfants, mais encouragent également les parents. Associés à l'édition 2024 du prix d'excellence Raymond Goudou Kofi, les 2 vice-majors au CEPE, question de promotion du genre, oblige. Créer et susciter l'émulation au sein de la grande famille de la fonction publique, c'est le sens des awards qui depuis 2 ans récompensent le mérite des meilleurs agents de Côte d'Ivoire. Et pour cette 3e édition qui aura lieu le 9 novembre prochain, le ministère de la fonction publique a annoncé des innovations. On en sait plus avec Franck Quadio. EWOS de la fonction publique, lancé en 2022, le couvert est remis pour une 3e édition. L'édition 2024, le 29 novembre prochain, avec quelques innovations annoncées par le directeur et au nom du ministre d'État Andésiré Ouloto face à la presse. Il y a une nouvelle catégorie qui a été créée. C'est la catégorie qui va récompenser le meilleur sous-directeur et assimilé. Donc il y a le maillon sous-directeur qui n'était pas pris en compte. Concernant les critères d'évaluation, ils ont fait également l'objet d'une révision. Une révision tournée vers le digital et qui implique les collectivités. Pour cette édition 2024, les préfets des régions, les supérieurs hiérarchiques des agents, de même que les collègues des agents, pourront faire des évaluations en ligne sur la base d'un formulaire disponible dans leur espace fonctionnel. Contrairement à l'édition dernière, où le meilleur agent avait été désigné uniquement par le choix de son supérieur hiérarchique, pour cette édition 2024, c'est l'ensemble du personnel issu des services et unités administratives qui participeront au choix du meilleur agent de la fonction publique par un mécanisme de vote en ligne et sur la base d'une pondération élaborée par le comité scientifique. L'ambition du ministère de la fonction publique est ainsi déterminée, la transparence dans le choix des nominés. Un processus qui obéit à plusieurs étapes. Le processus de sélection se déroulera conformément aux étapes suivantes. Mise en ligne des formulaires d'évaluation pour toutes les catégories, c'est-à-dire les 4 catégories, dès ce lundi 9 septembre 2024 à partir de 7h GMT. Étape suivante, la collecte, l'analyse et le traitement des données, puis la délibération suivie de la validation finale. Seront primés le meilleur DRH ainsi que le meilleur directeur régional de la fonction publique, sans oublier le meilleur agent. Le tout sur des critères qui restent les mêmes, le leadership, la créativité, l'engagement, la discipline et la disponibilité.
Autre chose à présent, labellisé en 2023 par l'OAPI, le pagne baoulé peut voir son prix doubler ou connaître un tarif très intéressant à l'international. Mais pour garder le cap, l'étoffe doit respecter un cahier de charges assurant la qualité du produit. 1 an après sa labellisation, où en sont les acteurs et comment s'y prennent-ils pour assurer la valorisation du pagne baoulé? La réponse avec Victorine Yao. 27 juillet 2023, Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, le ministre du Commerce et de l'Industrie reçoit des mains du directeur général de l'Office africain de la propriété intellectuelle OAPI le certificat de labellisation du pagne baoulé. Enregistrement de l'indication géographique protégée pagne baoulé de Côte d'Ivoire. Dans un contexte de mondialisation des économies et de libéralisation du commerce international, il nous faut exploiter judicieusement tous les outils à notre portée afin de conférer à ces produits un avantage compétitif indispensable pour conquérir et se maintenir sur le marché international. Belle victoire pour la Côte d'Ivoire et les artisans tisserands qui ont su rendre vivace cet important pan du patrimoine culturel ivoirien. Nouveau défi, et non des moindres, valoriser le label du pagne baoulé. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs motifs à travers le monde, donc des copies des motifs du pagne baoulé. Mais grâce à ce processus que nous venons de conduire, on a des arguments juridiques pour revendiquer la pleine propriété donc, de ces motifs-là pour les producteurs, pour les artisans de ce secteur d'activité-là. On a pu créer ce qu'on nous appelons un organe de défense et de gestion de l'indication géographique, qui est une forme de coopérative qui regroupe l'ensemble des artisans de la zone couverte donc par cette IG-là, pour avoir une synergie d'action qui peut conduire naturellement à une meilleure qualité ou à la préservation de la qualité du produit. Une coopérative des tisserands est effectivement mise en place et se fait remarquer au Tchindon Festival 2024 du peuple Gomi par la qualité des pagnes exposés. Là-bas, c'est 20 000 francs, mais là, ça fait 50 000. D'abord, il y a ton motif et puis il y a la valeur du pagne aussi. Pagne baoulé, accepté au niveau de l'IGP, il doit respecter ces différents caractères qui sont de cotopain qui est à la finition de tout pagne baoulé, qui ne déteigne pas, pour les femmes dans une longueur de 180 mètres sur 1,20 m. Les gros pagnes, ils font 3,50 m sur 2 mètres. Une année après sa mise en place, très peu de tisserands ont adhéré à la coopérative IGP Pagne Baoulé sur les 6 000 recensés dans la zone de l'indication géographique protégée du pagne baoulé, couvrant le district des Lacs, les régions du Bélier et du Béquet. Chose pourtant nécessaire pour l'observance des normes de qualité imposées par la certification du pagne baoulé. Autre difficulté, la mauvaise qualité des intrants. Il y a du polyester qui est dans le coton que nous utilisons. Le polyester nous empêche de mieux fixer la teinture. Et donc, nous appelons vraiment l'État à pouvoir nous trouver des usines de production de fils dans notre pays afin que nous puissions produire le pagne baoulé qui fait la fierté de notre pays. Absence de packaging pour la présentation du produit, pas de contrôle sur la qualité et la disponibilité des intrants. Difficile donc, dans ces conditions, d'accéder au marché international. Si on s'arrête au stade où nous sommes aujourd'hui, on n'aura rien fait en réalité. Pour qu'on sente qu'on a fait un travail qui profite à la Côte d'Ivoire et aux populations, il faut que le label soit valorisé. De telle sorte que demain, le pagne baoulé, en fonction des dimensions qui coûterait aujourd'hui autour de 80 000 francs, on puisse le vendre sur le marché national et international à un prix qui est doublé ou triplé. À ce moment-là, nous, au niveau de l'EIPI, et je pense que ça sera aussi valable pour l'ensemble des acteurs, on pourra se dire enfin, on a atteint nos objectifs. Les tisserands ont prouvé leur savoir-faire ancestral du pagne baoulé. Reste à travailler sur les autres segments de la chaîne de valeur pour garantir la qualité du produit. C'est le seul moyen d'imposer le label IGP Pagne Baoulé et de permettre aux artisans tisserands de vivre véritablement de leur métier. On parle maintenant de politique avec la cérémonie d'installation de la coordination RHDP de la région de la Nawa qui s'est déroulée hier samedi. À Soubré, la rencontre a mobilisé plusieurs centaines de militants en toile de fond. Il s'agit de réussir le pari de la mobilisation pour la présidentielle de 2025. Le commentaire de Patricia Omoitia.
Et puis, dans le reste de l'actualité internationale en Algérie, le président sortant Abdelmajid Tebboune a été réélu ce dimanche 8 septembre. Avec 94,65%, il entame ainsi son second mandat. Le président de l'autorité électorale a annoncé un taux moyen de participation de 48,03%. Pour son premier mandat, Abdelmajid Tebboune avait remporté l'élection de décembre 2019 avec 58% des suffrages exprimés. Ainsi va le monde. C'était pour vous l'essentiel de l'actualité de ce jour. Grand merci à tous nos téléspectateurs de RTI 1. Bonsoir et bon début de semaine à tous.